Ok, merci Patrice et merci à tous de vous être déplacés aujourd'hui pour la présentation de ce projet. Donc l'idée c'est de présenter d'une manière globale, c'est ce que je vais faire tout de suite, le projet SlideVolk qui va en fait intégrer différentes missions, dont la mission d'Anthony du mois dernier et d'autres missions, notamment d'Andrea, que Andrea vous présentera ses travaux qui font partie intégrante de ce projet SlideVolk. Donc pourquoi SlideVolk? Donc slide ça veut dire glisser en anglais et volk volcan, donc SlideVolk pour étudier les glissements en domaine volcanique. Donc c'est un projet qui a été financé en partie par l'Agence nationale de la recherche ANR. Donc on a obtenu un financement pour 3 ans et c'est un projet qui a débuté fin 2016 et qui prendra fin en 2019. Donc l'idée, comme le titre l'indique, c'est d'étudier les déstabilisations volcaniques de l'observation, donc ce que va vous présenter Anthony et Andrea, à un modèle global des déformations actives pour essayer de mieux comprendre les grandes déformations et les glissements en domaine volcanique. Donc c'est un projet dont l'Institut de physique du globe de Paris, via l'Observatoire volcanologique, est leader, mais il intègre de nombreuses collaborations nationales et internationales, notamment Clermont-Ferrand, Grenoble pour la partie française, et l'Université d'Arizona et de Munich pour la partie, on va dire, internationale. Donc, pourquoi étudier les instabilités de flanc en domaine volcanique? Donc là, je vous ai représenté 3 îles volcaniques, donc volcanisme insulaire, avec le Taïdé aux Canaries, Fogo au Cap-Vert et bien sûr le Piton de la Fournaise. Et le point commun entre ces 3 volcans, c'est qu'on retrouve des sortes de cicatrices de glissement. Donc un point commun, c'est des glissements qui sont assez récurrents sur ces îles volcaniques. Et ces instabilités de flanc, bien sûr, elles sont moins récurrentes que les éruptions, mais elles doivent être prises en considération pour étudier les aléas et les risques volcaniques, puisque c'est parmi les phénomènes volcaniques les plus dangereux, puisqu'elles peuvent aboutir à des glissements de flanc, comme on le voit ici sur les cicatrices de glissement sur ces 3 volcans, mais également à des éruptions explosives, puisque lorsque vous avez un glissement de terrain, vous allez décompresser le système hydrothermal et aboutir à des éruptions beaucoup plus explosives que la moyenne. Et en domaine insulaire, comme c'est le cas par exemple au Piton de la Fournaise, également un risque de tsunami, puisque l'arrivée de matériel rapidement en mer peut générer donc des tsunamis. Sachant qu'au Piton de la Fournaise, des modèles numériques ont été réalisés par nos collègues de Clermont-Ferrand et ont montré que par exemple pour le dernier grand glissement de terrain qui a eu lieu il y a 4500 ans, l'arrivée de matériel en mer a certainement généré un tsunami avec des vagues qui ont pu atteindre 10 mètres de hauteur et qui ont atteint rapidement l'île Maurice en 15 minutes et qui ont fait le tour de l'île de la Réunion. Sachant qu'à la Réunion, 80% des habitants habitent le long de la côte, c'est important de prendre en considération ces phénomènes de grande ampleur. Donc, dans cette étude, nous, on va se focaliser bien sûr au Piton de la Fournaise, puisqu'on est ici au Piton de la Fournaise. L'avantage du Piton de la Fournaise, c'est qu'il est très actif. Donc, c'est qu'on peut étudier ces glissements également lors des périodes éruptives, puisqu'on a en moyenne une éruption tous les 8 mois sur ce volcan. Et également, on a la chance d'avoir un réseau permanent d'instrumentation. Donc, on a déjà une base de données qui existe pour pouvoir commencer à étudier ces phénomènes-là via l'instrumentation de l'observatoire volcanologique. Donc juste pour rappeler le contexte, donc ça je vous l'ai déjà dit, donc on a vu par le passé au Piton de la Fournaise qu'on a eu des glissements de terrain, donc le dernier en date ici, l'enclos Fouquet, il y a à peu près 4500 ans, mais lorsqu'on regarde à l'échelle de l'île de la Réunion, c'est-à-dire à l'échelle du Piton des Neiges, et également donc ici du massif du Piton de la Fournaise qui est en fait une toute petite verrue sur le Piton des Neiges, ces glissements de terrain sont assez récurrents puisqu'on a des dépôts en mer sur tout le pourtour de l'île qui montrent qu'on a eu des glissements de terrain assez fréquents dans l'activité volcanique, que ce soit du Piton des Neiges ou du Piton de la Fournaise. Concernant les instabilités actuelles du Piton de la Fournaise, elles sont de moins grande ampleur puisqu'on n'a pas observé de grands glissements de terrain depuis qu'il y a l'observatoire et depuis que les hommes sont arrivés sur l'île, mais on a observé des glissements lents de ce flanc est, notamment lors de l'éruption de 2007. Ici, c'est un interférogramme, enfin ce n'est pas un interférogramme, ce sont des données issues d'un interférogramme, ce sont des images satellites qui nous permettent de voir les déformations du volcan. Donc ici, lors de l'éruption de 2007, qui a eu lieu quelque part ici, on a eu un grand déplacement du flanc est, jusqu'à 1,40 m de déplacement vers l'est de ce flanc est, donc qui montre
que ce flanc est très instable et qui glisse, notamment lors des grandes éruptions distales comme celle de 2007. Donc, suite à cette grosse éruption de 2007, l'Observatoire a installé 6 nouvelles stations GPS ici, dans la partie donc, qui était mobile lors de l'éruption de 2007. Et ça a permis donc de mettre en évidence que ce glissement n'a pas lieu uniquement pendant les éruptions, mais également lors des périodes de repos ou des périodes interéruptives, avec en moyenne un glissement continu de 1 à 2 cm par an. Donc ici, vous avez les trends là, qui montrent donc, ces stations qui bougent de manière quasiment continue vers l'est, et sachant que ce glissement est accéléré pendant les éruptions, puisque vous avez ici donc, le centre actif du piton de la fournaise, et lors des phases pré-éruptives et éruptives, vous avez du magma qui remonte et qui va venir pousser ce flanc mobile qui est libre vers la mer et accentuer donc ces instabilités de flanc. Donc le but, vraiment l'objectif de ce projet SlideVol, c'est d'avoir donc de comprendre ces grandes déformations et ces glissements de flanc. Donc bien sûr, ça va se baser sur la base de données de l'observatoire qui existe déjà, donc les déformations, comme je viens de vous montrer, la sismicité, les données géochimiques, mais d'apporter de nouvelles observables avec des mesures in situ, avec des analyses également d'échantillons que Andrea vous présentera, et d'intégrer toutes ces nouvelles données, les combiner avec les données observatoires et les intégrer dans des modèles numériques beaucoup plus réalistes que ce qu'on faisait actuellement pour comprendre pourquoi et comment glisse ce flanc est et comment sont agencées les déformations sur le volcan. Et bien sûr, le point 3, disséminer ces résultats à la fois à la communauté scientifique et également au grand public, et c'est ce qu'on commence à faire dès aujourd'hui. Donc juste pour finir, donc voilà l'approche qui est la nôtre dans ce projet. Donc il y a une fois une partie, on va dire, géophysique, donc c'est ce que vous avez présenté tout de suite Anthony, avec donc l'imagerie du système superficiel du piton de la fournaise, essayer de localiser le système hydrothermal, les fractures, est-ce qu'il y a un plan de glissement pour accommoder des déformations, etc. Ça va être également d'associer nos collègues de Clermont-Ferrand qui fait de l'INSAR, donc de l'imagerie satellite pour caractériser les déformations, pour pouvoir densifier les mesures de déformation sur le flanc est qui est mobile et essayer de mieux comprendre comment bouge ce flanc est. Également des mesures, notamment par drone, de cartographie de la fracturation préexistante pour essayer de mieux contraindre où existe déjà la fracture. Et enfin, la caractérisation du milieu, notamment avec des analyses sur échantillons que va vous présenter Andrea à la suite de ce talk. Et donc, bien sûr, tout ça pour être intégré dans des modèles numériques réalistes. Donc, on va intégrer les résultats à la fois donc, des manips d'Anthony, d'Andrea et de nos autres collègues dans ces modèles numériques. Donc ça sera dans l'année, on va dire, 2018-2019, et pour essayer de comprendre comment ce flanc est bouge actuellement, pourquoi il bouge, et est-ce qu'un effondrement de grande ampleur pourra être prédictible par nos modèles. Donc là, je vais laisser la main à Anthony qui va présenter donc la première étape de ce projet, qui a été donc l'imagerie du système superficiel du piton de la fournaise. Bien, donc pour cette deuxième partie, donc en fait, je suis en charge responsable de la partie imagerie géophysique, plus précisément de la partie imagerie géoélectrique. Alors vous allez voir, on a pu intégrer beaucoup de choses dans le film. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'était stratégique ou pas de vous présenter de manière assez détaillée cette géoélectricité. Je me suis dit non, vu que vous allez le découvrir dans le film, on pourra... Évidemment, j'ai les documents, donc on pourra en rediscuter si vous avez des questions par la suite. Et je me suis dit en introduction, c'était assez spécial, donc vous avez pu le voir peut-être dans la presse. Donc on a parlé un petit peu de cette mission. Et puis la semaine dernière, donc j'ai une collègue de l'université, chimiste, qui est venue vers moi et qui m'a dit « Ouais, j'ai lu l'article dans le quotidien et c'est vrai, ce problème de déplacement, de glissement potentiel du flanc est. » Alors je me suis dit, pourquoi pas un petit peu insister plus avec vous sur cette introduction, c'est-à-dire
On a quand même une grosse mission, un gros budget sur un problème de stabilité de flanc d'un volcan. Donc j'ai préféré, plutôt que vous livrer les résultats que vous allez découvrir dans le film, qui vont être commentés dans le film, partir un petit peu plus sur la partie en amont de cette stabilité, cette problématique de stabilité de flanc d'un édifice volcanique et, entre autres ici, du Piton de la Fournaise. Alors, en surveillance volcanologique, il y a des choses qu'on sait faire en routine, qui sont présentes dans tous les observatoires dans le monde. On a une expérience qui est assez bonne, c'est-à-dire tout ce qui est migration du magma, remontée d'un magma depuis plusieurs kilomètres de profondeur vers la surface. Tout observatoire volcanologique possède à minima une station sismique, enfin quelques stations sismiques, de la déformation des gaz, et on arrive comme ça à avoir une bonne prédiction, on va dire, des éruptions. En tout cas, il y a des signes avant-coureurs, quelques années, parfois quelques mois, quelques semaines avant une éruption importante. Bref, le réveil d'un volcan, c'est quelque chose, on va dire, en volcanologie, on sait à peu près faire. Donc, sur les grandes éruptions, en tout cas, les signes précurseurs, on est capable d'instrumenter un volcan et de voir des signes précurseurs. Maintenant, la problématique numéro 2, qui est la stabilité de flanc d'un édifice volcanique, ça reste beaucoup plus complexe. Prévoir qu'un volcan va s'effondrer en mer, dans le cas de volcans insulaires, on ne sait pas vraiment trop faire. Et puis, j'ai envie de vous dire, on n'a pas tellement de recul. Parce qu'en fait, le seul pays au monde où il y a effectivement un recul sur cette problématique d'effondrement de volcans en mer, et ça a été même intégré maintenant avec la protection civile, c'est l'Italie. Pourquoi l'Italie? L'Italie a connu en fait assez récemment, sur un volcan qui avait déjà un minimum d'instrumentation, il était à l'époque pas tellement instrumenté, mais il y avait quand même un minimum d'instrumentation, une crise, la crise de Stromboli de décembre 2002. Donc Stromboli, vous devez connaître peut-être, c'est un volcan qui se situe à 80 km au nord de la côte sicilienne, dans les îles Éoliennes, donc une petite île de 12 km². Et le 28 décembre 2002, ce qu'on a eu, c'est un changement total de l'activité de ce volcan qui est connu depuis l'Antiquité pour être le phare de la Méditerranée, donc cette activité explosive permanente. Et le 28 décembre 2002, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un changement total d'activité, plus d'activité explosive, et puis une bouche qui, les cratères sont là, une bouche qui est apparue à ce niveau-là, avec des coulées qui sont parties jusqu'en mer. Donc ça, c'était, je dirais, des choses qui sont déjà produites à Stromboli. Et puis, par contre, 2 jours plus tard, le 30 décembre 2002, ce qu'on a eu, c'est un événement tout à fait imprévu dans le cas de Stromboli. Il y a eu 2 effondrements, 2 glissements en mer qui se sont succédés à 7 minutes d'intervalle, à 13h15 et 13h22, avec au total 26 millions de mètres cubes de roches qui se sont effondrées en mer. Alors, 26 millions de mètres cubes, c'est quoi exactement? Imaginez un cube d'1 kilomètre d'arête, vous en prenez le 50e. C'est pas énorme. Pour faire un parallèle avec des choses que l'on connaît à La Réunion, l'éruption de 2007, c'est 200 millions de mètres cubes de lave qui sont descendus, c'est-à-dire un facteur 10. Donc, vous voyez, c'est pas énorme comme volume. Et au final, quand même, les conséquences de l'effondrement d'une partie d'un flanc faible, c'est pas grand-chose, hein, ce qui s'est effondré en mer. Alors là, évidemment, on a la chance. Les Italiens étaient présents, de l'INGV Catane était présent pour voir la coulée. Ils étaient en hélicoptère juste au moment où il y a eu le 2e effondrement, donc ça a été filmé, photographié, filmé. La conséquence évidemment d'un flanc de volcan qui s'effondre en mer, vous le savez, comme tout problème en mer, comme toute masse qui se déplace en mer, c'est un tsunami. Alors, ce raz-de-marée qui s'est produit à Stromboli, il n'y a pas eu de blessés, donc uniquement des dégâts matériels. Les îles éoliennes ne sont absolument pas touristiques l'hiver, c'est de la chance, personne sur les plages. Mais vous avez eu quand même, pour juste 26 millions de mètres cubes qui sont partis en mer,
un run-up, c'est-à-dire ce qu'on appelle la hauteur maximum de la vague, qui est quand même montée à 11 mètres de haut. Donc des dégâts colossaux, vous le voyez ici dans les habitations de privés, ici donc des blocs de béton de quelques centaines de kilos drainés sur plusieurs centaines de mètres. Bref, des conséquences particulièrement importantes, et puis pas locales, pas que locales évidemment, c'est tout le problème des tsunamis, des effondrements de volcans en mer, c'est que l'onde se propage jusque sur les côtes. Pour donner l'exemple du Stromboli, donc à 80 km de distance, à Milazzo, sur la côte sicilienne, vous avez 2 pétroliers qui ont rompu leurs amarres avec cette vague. Et puis ici, à Palinuro, donc on est en Calabre, à 200 km de Stromboli, on a eu la mer qui est rentrée de 70 mètres dans les terres. Donc, petit volume, mais déjà, enfin, relativement petit volume, et puis des conséquences assez importantes. Alors, qu'en est-il, effectivement, avant de faire une manip de ce style sur le piton de la Fournaise, qu'en est-il de la problématique de la stabilité du flanc est du piton de la Fournaise? Alors, Aline vous en a touché déjà 2 mots. J'aimerais vous introduire assez simplement les résultats les plus percutants de la surveillance donc du piton de la Fournaise, non pas par l'observatoire, mais par satellite. Donc on a la chance d'avoir des satellites qui surveillent la totalité de la planète, qui nous permettent d'avoir des images de toutes sortes, des images dans le visible, et entre autres, il y a une méthode qui est particulièrement utilisée en volcanologie, en sismologie aussi, pour comprendre comment se déforme le globe, c'est l'interférométrie radar. Pourquoi? Tout simplement une onde radar, c'est ce qu'on utilise également pour voir les infractions au niveau des automobiles. Pourquoi on utilise une onde radar? Une onde radar, c'est globalement une onde qui a à peu près la longueur du centimètre. Pourquoi on utilise ce type de longueur d'onde? Tout simplement parce qu'elle va interagir avec la matière. Le sol, les graviers, les scories. La rugosité du sol, c'est de l'ordre du centimètre. C'est-à-dire qu'au lieu de pénétrer la matière va refléter cette onde. C'est-à-dire chaque élément, chaque pierre sur le sol va refléter cette onde radar. Et au final, alors une image radar, si vous regardez une image radar, c'est inexploitable, totalement inexploitable. Par contre, si vous avez 2 images radar, ce qui est intéressant, c'est que les satellites, ils repassent tous les X jours exactement à l'aplomb du même objet. Si vous avez 2 images radar, ce qu'on va faire, c'est la différence entre 2 images. Alors, entre autres, ce qu'on va utiliser, ce qui va nous permettre d'acquérir une information en termes de déformation d'un édifice volcanique, c'est tout simplement une onde électromagnétique. C'est quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire c'est une sinusoïde. Donc si vous passez au-dessus du sol et que rien n'a bougé, vous faites la différence entre 2 images et vous obtenez 0. Ok. Si par contre, à un endroit précis du sol, vous allez avoir une déformation de quelques millimètres, cette onde, elle ne va pas à l'endroit où cette onde va toucher le sol, et vous avez vos scories, vos pierres qui vont monter de 1-2 mm, vous allez avoir ce qu'on appelle un déphasage, c'est-à-dire que cette onde, elle ne va pas réarriver au même endroit que là, par rapport aux zones où il n'y a pas eu de déformation. Donc, concrètement, pour vous donner un exemple, voilà un des plus beaux exemples lorsque cette méthode a été trouvée aux Galapagos. Vous avez une activité qui reprend sur un volcan. Qu'est-ce que vous allez voir en faisant une différence entre 2 images radar? Vous allez voir ces belles couleurs, ces franges de déformation. Ici, cette couleur bleu-vert, c'est lorsque vous n'avez pas de déformation. Et puis vous voyez que de ce bleu-vert, on revient vers un bleu-vert, couleur identique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est revenu sur la même longueur d'onde, comme si rien n'avait bougé. Alors il suffit de connaître la longueur d'onde qu'émet votre satellite. Si, imaginons que c'est une longueur d'onde de 2 cm, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre ce point-là et ce point-là, le volcan a gonflé de 2 cm. Donc vous comptez, il suffit de compter ensuite 2 cm, 4 cm, 6 cm, presque 8 cm. Donc là, vous avez le volcan. Vous avez une image de comment se déforme le volcan. Alors, si on revient sur l'objet qui nous intéresse, le piton de la Fournaise,
un exemple d'éruption, l'éruption de février 2005, qui a été pris par Envisat en imagerie radar, avant et après l'injection. Alors vous allez voir pourquoi je vous présente que la moitié de l'image, on va voir la moitié juste après. Vous avez ici tout simplement, comme à chaque fois qu'il y a une éruption volcanique, le sol qui se déforme. La caractéristique de cette déformation, c'est exactement ce qu'on vient de voir pour les Galapagos. Plus vous êtes près de l'endroit où le magma remonte, plus la déformation est importante, plus vous vous éloignez et plus cette déformation s'affaiblit. J'ai envie de dire que c'est assez intuitif. N'importe qui peut dire ça, il ne faut pas être volcanologue. Prenez de la pâte à modeler, vous tapez dessus, là où ça se déforme le plus, eh ben, c'est l'endroit où vous mettez la force, le point. Dans notre cas, c'est l'endroit où le magma remonte. Et puis, très rapidement, eh ben, cette déformation, elle devient de plus en plus faible jusqu'à devenir nulle. C'est ce que vous voyez ici sur ce qui s'est passé ici en 2005 sur le piton de la Fournaise. Vous vous éloignez, vous avez des franges de déformation. Chaque frange, c'est à peu près 1 centimètre. Et puis ensuite, vous arrivez à une déformation qui est nulle à peu près à ce niveau-là. Bien. Si vous voulez le visualiser, voilà, le magma remonte, déformation maximum, et puis rapidement, de part et d'autre, vous atténuez jusqu'à arriver à une déformation nulle. Très bien. Alors, je vous ai présenté qu'une moitié, la moitié est. Maintenant, si on regarde la moitié ouest de cet interférogramme, ben, on s'aperçoit que c'est pas du tout la même logique de déformation, c'est-à-dire que là, le magma est bien remonté à ce niveau-là. On voit très bien que cette déformation ne s'atténue pas régulièrement, non, elle est exactement la même ici. L'épaisseur de ces franges, la longueur, la largeur de ces franges est exactement la même ici que là. Donc, vous voyez, si vous voulez voir l'image dans son ensemble, le magma s'est injecté ici, évidemment, à la déformation maximum. Ici, on a une déformation qui décroît vers l'est. Elle ne décroît pas du tout vers l'ouest. Elle se propage avec le même style de déformation jusqu'à arriver ici, où il n'y a plus de déformation, plus rien ne se passe. Alors, comment interpréter ça? Eh ben, c'est assez simple. Vous avez effectivement côté est, une déformation type pâte à modeler, hein, vous appuyez, donc ça se déforme beaucoup, et puis ça se déforme de moins en moins jusqu'à arriver à une déformation nulle. Et puis, de l'autre côté, eh ben, tout simplement, c'est une fenêtre qu'on ouvre. Donc, vous allez jouer sur une charnière, c'est tout le bloc qui se déforme, qui s'ouvre, qui se rabaisse, qui s'ouvre, qui se rabaisse. Concrètement, lorsque vous avez une montée de magma, je vous rappelle quand même qu'on est sur le piton de la Fournaise. Le piton de la Fournaise est le deuxième volcan le plus actif au monde. Quand on dit ça, c'est en termes de quantité de magma qui remonte. Donc le premier, c'est le Kilauea à Hawaï. Le deuxième, au niveau planétaire, c'est le piton de la Fournaise. Donc à chaque fois que vous avez une remontée de magma au niveau du piton de la Fournaise, vous allez faire gonfler l'édifice. Et la conséquence de ces gonflements de l'édifice, ça va être systématiquement, vous allez jouer sur cette charnière, sur cette limite. Chaque épisode de remontée de magma, vous allez jouer sur cette limite. Alors la question évidemment qu'on se pose, cette charnière de porte, elle peut durer combien de temps avant de casser? Ça c'est la problématique. Alors, dans le cadre de ce projet, nous, on commence avec une idée qui est relativement claire de ce qui se passe en surface, avec l'observatoire, avec les stations GPS de l'observatoire, avec tout ce qui est visible par interférométrie radar, donc par satellite. Et la problématique que vous allez découvrir dans ce film, avec les résultats, les premiers résultats qui vont être exposés dans ce film, c'est commencer à avoir une idée de ce qui se passe en profondeur. C'est-à-dire que ça, c'est une image de déformation en surface. Ok, visiblement, il y a une problématique. Vous voyez, on est à peu près à la moitié du Dolomieu. Il y a visiblement une zone qui se déforme avec cette porte qui s'ouvre et qui se referme. Et puis, de l'autre côté, ça c'est ce qui se passe à l'est. Et puis, à l'ouest, rien ne se déforme. Donc il y a effectivement une limite de faiblesse de ce volcan. Et là, pour la première fois, ce qu'on a voulu imager dans le cadre de ce projet, c'est
avoir une image, la première image, ça n'a jamais été fait, en 2D, donc de l'intérieur du volcan jusqu'à pratiquement 1 km de profondeur. Alors, en dehors de cette problématique donc de stabilité, de fragilité du flanc du piton de la Fournaise, on a d'autres personnes dans le cadre de ce projet qui s'intéressent également à un effondrement de ce style, gigantesque, comme il s'en est déjà produit dans le passé. Est-ce que ça a une conséquence ou pas sur l'activité éruptive? Donc ça, c'est la spécialité directement de Andrea. Donc Andrea va nous parler de cette troisième partie avant de vous présenter le film. Ici. Bonjour. Voilà. Donc, je vais continuer sur la symétrie avec les enfants. Léonard a dû apprécier énormément le parallèle avec la pâte à modeler. Et voilà, effectivement, le parallèle. Donc, les volcans sont un peu, effectivement, comme des enfants, comme des personnes. Ils ont des caractères, donc ils peuvent changer énormément de comportement. Le piton de la Fournaise, il ne fait pas exception. Hawaï, souvent, est considéré comme l'archétype, l'exemple d'un volcan effusif, tranquille, qui produit des écoulements de lave. Néanmoins, il suffit de regarder, de sortir des archives, de quelques photos des années 20, pour voir qu'un volcan effusif, comme effectivement le Kilauea, peut avoir des comportements explosifs. Et ces comportements sont souvent associés à des modifications majeures de la topographie, des glissements, des effondrements. Et donc, pour un volcanologue, c'est extrêmement intéressant essayer de comprendre quels sont les mécanismes, pourquoi il y a ces changements, quel est le lien entre un changement de topographie, finalement, un glissement, un effondrement, et un changement assez important de l'activité éruptive, avec bien évidemment des conséquences très différentes en termes d'aléas. Le piton de la Fournaise est un site, en 2007, nous l'a rappelé, qui a vécu énormément d'effondrements pendant sa vie. Or, tout le monde s'en souvient de 2007, il y a déjà beaucoup moins de personnes qui se souviennent de 31, l'effondrement précédent des années 30, et bien sûr personne ne se souvient de ce qui se passait dans les années au XIXe siècle ou même avant. Les effondrements de caldeira sont des événements géologiquement très rares. Ici à La Réunion, nous avons eu une chance inouïe à l'échelle globale. Nous avons eu 10 effondrements sur 100 ans. Donc c'est un événement extrêmement rare. L'effondrement du sommet en 2007, néanmoins, reste un événement très petit. C'est une caldeira qui ne fait qu'1 kilomètre. Et l'événement des années 30 était à environ 2/3. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations directes des grands effondrements, c'est-à-dire de la formation des calderas telles que l'enclos Fouquet, donc la caldeira qui contient aujourd'hui le piton de la Fournaise. Les études nous ont montré que les effondrements au sommet, qui sont très fréquents, peuvent être associés à une activité explosive. Les blocs qui sont parsemés au sommet nous le rappellent. Et ces effondrements, souvent, produisent des changements majeurs, comme la disparition, par exemple, du mamelon central au XIXe siècle. C'était quand même un élément morphologique majeur et assez caractéristique de ce volcan, qui n'existe plus. De la même façon que le plateau qui comblait le volcan en 2006 n'existe plus et a laissé sa place à un gouffre de quelques centaines de mètres. L'effondrement de la caldeira en 2007, néanmoins, a produit une activité explosive très modeste. Donc, tout étant un des volcans les plus actifs au monde, avec des fluides qui circulent sans doute sous le sommet, l'activité explosive qui a produit des retombées de cendres à proximité du sommet a été une activité extrêmement modeste. À la fin de l'effondrement, on pouvait juste mesurer 3 cm de cendres au sommet. Donc rien à voir avec une vraie activité explosive liée à l'effondrement d'une grande caldeira. Et alors justement, c'est sur cet aspect qu'on travaille. Les effondrements, les glissements sont des phénomènes très complexes.
On a évoqué le glissement du flanc, mais ce glissement est souvent associé à d'autres modifications. Par exemple, un glissement peut être associé à l'effondrement vertical d'une partie du plateau de l'enclos Fouquet. Et aujourd'hui, il y a un manque de connaissances qui est assez critique pour cette partie, parce qu'on ne sait pas ni comment cette caldeira s'est formée, ni s'il s'agit d'un seul événement. Les données préliminaires que nous avons nous montrent que probablement cette forme avec des lobes ne fait qu'enregistrer plusieurs effondrements. Et les âges dont nous disposons suggèrent qu'effectivement ces phénomènes sont beaucoup plus fréquents de ce qu'on pensait. Il ne s'agirait pas d'un énorme effondrement unique, mais d'une multiplicité d'effondrements. Et cela rend donc la problématique beaucoup plus importante, parce que ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un événement très rare, mais beaucoup plus fréquent et donc beaucoup plus probable qu'on ne pensait auparavant. Et dans le même secteur, nous avons d'autres cicatrices d'effondrements plus anciens. Et une des problématiques qui émerge, c'est que quand on glisse et on effondre, on décompresse aussi la partie en amont. C'est-à-dire la partie qui aujourd'hui est comblée par les produits du piton Chisny, Aoui, demi-piton. Qui connaît la plaine des sables connaît ces trois pitons et aura remarqué alignés parallèles effectivement à ce bord et à celui-là. Donc on pense que les effondrements des calderas produisent des fractures en amont, une décompression. Et aujourd'hui donc nous sommes en train d'étudier les produits de ces explosions. Qui pensent au piton d'Aphronèse pensent à des laves souvent. Tandis que vous arrivez à la plaine des sables, vous trouvez des sables, des lapillis, donc des produits d'activité explosive, et aussi des cendres. Celle-ci est la séquence de référence de la petite carrière avec des cendres fines comme sur un volcan explosif. Et en collaboration avec des collègues américains, allemands, nous avons Fabien, notre étudiant allemand ici, à un stage de master, on commence à découvrir des objets assez, disons, surprenants, des cristaux de quartz, chose assez inusuelle sur un volcan basaltique, n'est-ce pas, des ponces de trachyte, pas du tout du basalte, donc du magma évolué, du magma typique d'activité explosive. Et une bonne partie de ces ponces ont été aussi retrouvées et découvertes grâce aux travaux des collègues de la Cité du Volcan. Et des morceaux de gabbro, c'est-à-dire ça qui est le basalte, une fois qu'il reste en profondeur, il cristallise et forme une roche intrusive, le gabbro. Donc l'étude de ces produits nous permettra de dire beaucoup de choses sur un monde qu'on ne connaît pas du tout. Le monde qui, suite à un effondrement, suite à un glissement, a généré des explosions assez importantes et qui peut avoir un impact sur des secteurs qui sont assez larges, pas à l'échelle régionale, mais sans doute envoyer des cendres sur des secteurs assez importants, typiquement la plaine des Cafres et, en fonction de la direction des vents, une bonne partie de l'île. Donc aujourd'hui, nous en sommes à la découverte de ces objets. Nous avons eu la surprise de découvrir qu'il y a peu de temps, il y avait du magma évolué, une trachyte, un magma visqueux, du magma qui peut produire des activités explosives sous la plaine des sables. Et 2007 nous a aussi rappelé que ce type de magma peut exister sous le sommet du volcan. Donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre pour la connaissance et les résultats vous sont présentés au fur et à mesure que le projet avancera. Merci.